un des critères aussi qui fait que, en gros, plus tu vas baisser ton time to hire, ton délai d'embauche à partir du moment où la personne postule jusqu'au moment où elle va être embauchée, et ben plus tu as de chances de limiter les coûts. Et justement, en fait, la transition, si tu veux, elle est toute faite par rapport à un élément que j'aborderai aussi lors de la conférence et qui pour moi est important. Il faut garder en tête que tu as beaucoup plus de portée en tant qu'entreprise que ce que tu crois. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu postes tes différents jobs. Mais avant ça, avant même d'avoir diffusé ton offre d'emploi en tant qu'entreprise, tu as déjà de la portée que tu négliges souvent. C'est-à-dire que tu as des collaborateurs au sein de ton entreprise. Toi-même, tu as un réseau autour de toi. Toi-même, tu connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Si tu veux, on peut digitaliser, on peut aider au maximum les entreprises. On va les aider à réduire ce délai d'embauche, etc. Mais rien ne va réduire plus le délai d'embauche que d'utiliser à fond la cooptation. Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. À ces profils au parcours non linéaire, audacieux ou encore atypiques, je n'ai qu'une seule envie, leur poser la question « Comment t'as fait ?» Si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'1 heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti. Bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Lemagro, responsable des ventes France de Softgarden, spécialiste du recrutement qui associe humain et technologie, une entreprise allemande composée de 150 personnes. Salut Adrien. Salut Julien. Alors Adrien, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton parcours, mais pas que, puisque tu interviens le jeudi 9 juin après-midi lors de l'événement les Connection Days 2022 organisé par le Labo Village Baïséa et par la métropole d'Orléans. Cet événement qui se veut donc le rendez-vous de l'innovation digitale des entreprises, qu'elles soient TPE, PME, start-up ou industrie, pour les aider à accélérer leur développement. 4 thématiques qui seront traitées, la communication, le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, la cybersécurité et la RSE. Toi, Adrien, en tant que responsable des ventes sur la France pour Softgarden, tu interviendras lors de ces Connection Days 2022 pour nous partager les astuces incontournables pour bien recruter. Ton histoire, c'est celle d'un homme qui a commencé par la communication. Ensuite, tu as accompagné des très gros comptes dans la mise en place technique de leur billetterie. On parle de Formula One, de MotoGP, de la Juventus, pour les plus footeux d'entre nous. Et aujourd'hui, tu es responsable des ventes France pour cette société allemande, Softgarden. Cette entité française de 5 personnes se veut comme une start-up qui se construit, se développe avec une belle ambition et surtout est en train de poser les fondations pour préparer une croissance rapide à venir, en tous les cas souhaitée. Ce que je propose pour l'épisode du jour, c'est d'évoquer tous ces sujets et pour cela, nous allons organiser notre échange autour de 2 grands chapitres. Le premier, c'est comment t'as fait, toi, pour passer d'étudiant en communication à responsable des ventes France dans le secteur du recrutement. Ensuite, on évoquera le sujet de ta conférence, c'est-à-dire comment faire pour recruter efficacement en 2022 et on parlera notamment du marché du travail suite au Covid-19. Ok pour toi ? C'est ok pour moi. Super, bah écoute, partons directement sur le premier chapitre. Comment tu as fait pour passer d'étudiant en communication à expert du recrutement en entreprise ? En fait, pour faire très très simple, sur le parcours, déjà depuis le parcours en fac et quand j'étais étudiant en communication et toutes les expériences que j'ai pu avoir finalement tout au long de mon chemin dans ces 10 dernières années, on va dire, j'ai bougé un petit peu. J'ai vu un peu ce qui se faisait en Angleterre, j'ai vu ce qui se faisait en Allemagne. J'ai travaillé, comme tu le disais, à Monaco dans la billetterie, dans le digital déjà, et maintenant sur la France, de retour sur la France. Mais le dénominateur commun finalement avec ce parcours-là, c'est qu'à chaque fois, ça s'est fait de rencontres. À chaque fois, rien n'était prévu. J'ai pas un parcours linéaire où je m'étais dit j'avais un plan et tout. J'ai jamais vraiment eu de plan en fait. Je sais pas si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien, mais en fait, je me suis toujours construit comme ça, ou une vision presque très court-termiste, si tu veux, de la vie en général. Et en fait, je pense que c'était rafraîchissant pour tout un tas de personnes finalement qui ont vu Adrien arriver sur leur parcours, parce qu'à chaque fois, du coup, j'avais peut-être une nouvelle façon de voir les choses,
et que ce soit un job étudiant, que ce soit je faisais j'étais aussi guide à Nice. Moi, je viens de Nice, j'étais guide sur la promenade des Anglais, faire des petits tours pour les touristes et tout, suivre le parapluie et tout. Et j'ai fait des trucs comme ça. Et en fait, souvent, c'était vraiment avec l'échange, le rapport et le dénominateur commun, finalement, la trame que j'ai, c'était à chaque fois l'échange et d'avoir un petit peu un petit bout de chaque personne avec qui je vais pouvoir parler à droite à gauche, peu importe d'où elle vient, ce qu'elle a fait. Et je me suis construit un petit peu comme ça, en tant que personne, mais aussi professionnellement. Finalement, c'était la suite logique. C'est que du coup, de ces rapports, de ces échanges-là, il y a des gens avec qui ça match. On te dit, ah bah Adrien, bam, ta personnalité, ça irait bien avec ce projet-là. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai toujours fait ça. Et je t'avoue que même si maintenant c'est une problématique dans laquelle j'ai vraiment le nez dedans et qui me tient à cœur, mais moi j'ai rarement fait partie d'un vrai process type de recrutement, tu vois, pour faire un petit peu le cercle par rapport à ça. Mais je m'estime extrêmement chanceux par rapport à ça, parce que mon parcours a fait que ça s'est passé de cette manière-là. Mais en fait, un petit peu, l'idée, effectivement, je pense en moi déjà, c'est ça qui m'a guidé vers un parcours plus en communication. Je pense que j'ai toujours eu cet attrait-là pour l'échange et pour l'humain et le relationnel en général, et ça m'a guidé vers ça. Après ce parcours-là, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais aussi une appétence pour construire des choses, développer quelque chose, à chaque fois prendre un peu les responsabilités. Et peu importe la structure dans laquelle j'ai été, j'ai travaillé dans le bancaire, et à chaque fois j'ai essayé dans le bancaire, digitaliser. Pourquoi on n'utiliserait pas une appli et du coup j'allais voir les équipes produits à data. Donc en fait un esprit très entrepreneur que j'ai découvert au fil de l'eau comme ça, qui est pas du tout à opposer au côté communication et interaction. Au contraire, en fait, tu te rends compte que c'est un atout super, parce que ça te permet rapidement d'enfoncer des portes et de dire j'ai aucune gêne et puis je vais te voir là. On a tel besoin, pourquoi on n'irait pas voir tel prestataire? On va voir, on serre la main, on se présente, ça se fait, ça se fait pas. Et du coup, de façon très très spontanée, j'ai pu comme ça évoluer et jusqu'à arriver effectivement à travailler en account management dans la billetterie, comme tu disais, de différents sports mécaniques, mais aussi football, etc., à Monaco plus récemment. Alors, je voudrais revenir justement sur ça. Donc, tu dis que toi, tu n'avais pas un plan de carrière défini quand tu as commencé les études en communication. Et après, donc, ce côté entrepreneur ou intrapreneur, tu crois que ça vient d'où, ça? C'est lié au profil? C'est lié à toi ou c'est générationnel? Je pense que il y a une petite partie qui est liée à moi, mais après, je pense qu'il y a vraiment un contexte aussi générationnel. Je pense qu'il y a aussi moi, j'ai 30 ans. Donc, je fais partie, je pense, d'une génération qui essaye d'inventer un peu le monde du travail de demain et de se dire, mais pourquoi, en fait, je vais rentrer dans un modèle qui me correspond ou pas, mais peut-être qu'on peut le voir un peu différemment, peut-être qu'on peut le construire soi-même. En fait, il y a rien qui nous empêche de construire notre propre modèle. C'est pas, tu sais, il y a vraiment une culture en France. Alors, peut-être qu'il y a une part aussi, la minorité en moi, c'est aussi du fait que moi, mes deux parents sont pas nés en France, sont pas français. Donc déjà, culturellement aussi, il y a peut-être quelque chose. Ma mère est écossaise, britannique. Mon père est sicilien, italien. Et donc, c'est deux grosses, fortes, de cultures assez marquées. Et moi, je suis au milieu, je suis en France, mais je pense que ça fait aussi partie intégrante. Peu importe limite d'où ils viennent, mais juste le fait d'avoir aussi plusieurs cultures mélangées, ça permet d'ouvrir un peu les champs, les perspectives, etc. Et tu vois les choses différemment en général. Je pense que ça, c'est la petite partie qui fait que, oui, je fais partie maintenant plus de ces intra-entrepreneurs, parce que aussi, je me suis dit que je me suis jamais reconnu en fait dans le modèle. Je suis bon élève à l'école. Ensuite, tu pars dans une bonne école où tu finis major de ta promo, et ça veut dire que c'est ça ton indice de qualité, tu sais. Ou dans les meilleurs, tes notes. Et pour te jauger. C'est ça qui fait de toi un bon élément. Ensuite, tu arrives dans une bonne école. C'est ça qui fait de toi, c'est ça qui gage de qualité, rien d'autre. Et donc, du coup, tu pars
je me suis jamais reconnu dans ce modèle-là. Après, voilà, j'ai un parcours académique qui est pas forcément le plus, tu sais, vu du point de vue de nos parents, ce serait pas un parcours hyper Ouais, qualitatif. c'est c'est pour ça que je te pose cette question générationnelle, puisque alors, j'ai eu la chance aussi dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle l'APM de suivre une journée justement sur le sujet des moins de 30 ans, notamment. Alors toi, t'es pile Ouais. poil, t'es pile poil à la limite, mais comment les intégrer et qu'est-ce qu'ils attendent, tu vois, du marché du travail, enfin du travail dans sa globalité. Donc on faisait le parallèle entre les différentes générations et c'est vrai que bah, pour nous, finalement, suivre un modèle où tu rentres dans un secteur pour tes études et tu y développes comme une sorte de verticale en fait ta carrière dans toute sa globalité, c'est-à-dire 30, 40 ans, bah, c'est plus forcément le modèle que nous auquel on va prétendre ou que les nouvelles générations prétendent. Donc c'est comment tu deals aussi avec ça, puisque alors je suis peut-être déjà entré dans la deuxième partie, notamment la partie recrutement, parce Mhm. qu'aujourd'hui j'imagine que tu recrutes plus pareil ces profils-là qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Bon, on va garder ça, tu gardes ta réponse pour, pour après, on va finir sur ton parcours, mais Ouais. je voulais ouvrir ça, voilà, Mhm. le poser là sur la table pour qu'on y pense. Donc du coup, toi, donc, tu commences en communication, tu as cette partie contact, facile, t'aimes bien, et donc voilà, tu fais des rencontres, et cette rencontre t'a amené finalement à aller dans la billetterie, donc quelque chose d'un peu plus technique, mais Mhm. autour du sport. C'est quoi? C'est que t'avais quoi? T'avais une passion autour du sport? C'était ou c'est vraiment une opportunité comme ça? C'est une opportunité qui s'est fait un peu comme ça. Et de la base, je vais te dire honnêtement, je suis rentré parce qu'il y a eu une opportunité de reprendre. Il venait de signer le club du RCT, tu sais, en billetterie. D'accord? Et je devais prendre la partie relation, manager la relation client avec la responsable billetterie du club en question. Et c'était purement pour ce rôle-là. Mais en Hmm. fait, au bout de très rapidement, comme d'habitude, toujours, j'avais une petite porte d'entrée dans un monde du sport que je connais un peu et que j'apprécie beaucoup. Je connais un peu, je vois un peu les codes, je sais comment ça marche de par mon entourage aussi. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit c'est une super opportunité, allons-y. Et je l'ai fait et en fait assez rapidement, bah pareil, j'ai commencé à essayer de faire un step up et de me dire bah peut-être qu'on peut s'y prendre différemment. Et au début, toujours tout le monde se dit mais Il nous embête, lui, laisse-nous tranquille. celui-là. En fait, ça se passe souvent bien parce que c'est toujours dans le but de voir un truc et peut-être qu'on peut le faire autrement et du coup travailler main dans la main avec les devs, avec les produits, avec les commerciaux, et rapidement en fait ça s'est fait comme ça et du coup ben je suis passé à la partie plus d'account management et vraiment là qui allie clairement la partie relationnelle et la partie commerciale parce que tu suis un compte etc et après je me suis occupé, j'avais un compte dédié qui était le compte de MotoGP, qui était un gros morceau aussi, avec certaines tranches aussi de la Formule 1, pas mal de choses comme ça. Et ça s'est fait en fait assez naturellement, cette transition-là. Et effectivement, en fait, tout au long du parcours, et je pense que ça, je l'ai toujours aujourd'hui, c'est d'avoir en fait l'humain au cœur du truc. En fait, plus tu vas considérer l'humain dans l'activité que tu fais, même si tu vends un produit, même si c'est un outil digital, mais si tu te rends compte de comment l'humain va l'utiliser, essayer de te questionner où est-ce que les gens vont chercher des infos pour avoir tel produit, comment ils vont l'utiliser. Et si tu arrives à essayer de comprendre toute cette mécanique-là, je pense que du coup, tu gagnes beaucoup de temps. Donc, que ce soit un outil, que ce soit un produit concret ou de l'industriel, etc. Mais si à chaque fois tu te mets à la place soit du client, soit de l'utilisateur, soit de la personne qui va gérer ce produit ou devoir créer la ressource, et je pense que ça te fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et ça t'amène beaucoup de qualité dans ton travail au quotidien. Et je pense que c'est ça un peu le fil conducteur qui fait qu'à chaque fois, ben, ça s'est souvent bien passé. Il y a des fois où tu te plantes, hein, parce que Hmm. bien sûr, il y a des fois où ça va être compliqué, ou des fois, moi, les gens vont pas forcément comprendre, ou des fois, comme je te disais, ça embête parce que tu essaies de tout remettre en question et de casser un peu certains codes, etc., de rafraîchir un peu les idées. Mais globalement, tu vois que tu es dans la bonne direction avec tout ce qui se passe maintenant, et peut-être ça fait la corrélation avec la deuxième partie, mais je pense qu'effectivement, ça a jamais été autant d'actualité Hmm. que tu peux digitaliser tout ce que tu veux, mais personne ne va remplacer l'interaction lors d'un entretien, par exemple, si on parle de
Ouais, alors que c'était la peur il y a 10 ans, c'était on va tous, enfin voilà, tous les marchés vont se faire ubériser ou digitaliser et Exactement. il y aura plus d'humains et en fait, on se rend compte que probablement non, ce sera pas ça. OK, pour finir sur ton parcours, donc on voit que tu as commencé par la communication, tu parlais de la relation, de l'échange, des liens, enfin voilà, de communiquer. Tu pars après dans un sujet un peu plus technique, Mhm. l'IT, la billetterie, et cetera. Et après, donc là, tu prends la responsabilité donc des ventes France pour Soft Garden, donc dans le secteur du recrutement. Et là, bah en fait, j'ai envie de dire maintenant avec le recul, alors que tu peux te dire sur le CV, bon bah ok, un coup il va à gauche, un coup il va à droite, bah en fait moi ça fait sens en tout cas, parce que tu as de la techno, c'était une expérience, tu as dans le recrutement de l'humain et de la communication, et en fait tu vois, on peut avoir finalement une carrière ou un parcours qui sur le papier pour certains peuvent ne pas être linéaire, j'ai envie de dire comme ça, tu vois, il y a probablement d'autres termes que tu utiliseras à ma place, mais et qui pour autant bah, tu vois, permettre de comprendre un parcours, d'avoir du sens et de se dire, bah, ok, j'ai pu progresser aussi dans ma carrière. Est-ce que c'est ça ou est-ce que, là, je viens tout juste, moi, d'imaginer quelque Non, chose non, de complètement loufoque. je pense que t'es dans le vrai. C'est exactement, enfin, c'est le constat que je ferai aussi. Après, bon, sur mon cas, c'est toujours difficile d'avoir du recul, mais je suis pas le seul en fait. Quand je Ouais. discute comme ça autour de moi, je suis pas le seul parce que déjà, on n'est plus dans ce schéma de longue carrière aujourd'hui pour plein de raisons différentes. Je pense que c'est pas juste une simple volonté de ne pas être 30 ans dans le même job, parce que franchement, si je suis épanoui 30 ans dans le même job et qu'à chaque fois j'arrive à apprendre de nouvelles choses et ressortir de ma zone de confort et qu'on m'apprenne des choses et que ce soit à chaque fois renouvelé, il n'y a aucun problème. Moi, Hmm. j'ai pas de vraie barrière à ça. En revanche, tu te rends compte que je pense, c'est mon avis, le parcours il sera d'autant plus riche si tu as eu des moments où c'était beaucoup plus difficile. Tu as eu des moments où tu as retenté un pari, ça n'a pas marché. Et du coup, ben, en général, quand ça marche pas, finalement, ça te sert beaucoup plus à long terme parce que du coup, Hmm. tu sais que là, on est en train de monter un truc en France. Il y a des trucs qui ont marché. J'ai tenté des choses. J'ai essayé des trucs, mais je sais que demain, si soit dans cette boîte, soit une autre, je veux retenter un truc, ben je gagnerai 10 fois Hmm. plus de temps parce que je sais qu'il y a plein de petits accros que j'aurais moins ou je saurais anticiper un petit peu mieux. Donc, je pense que quand tu changes un petit peu quand tu sors un peu de ce schéma traditionnel qu'on avait, tu as un parcours qui est peut-être beaucoup plus riche. Après, il faut pas non plus aller dans l'extrême inverse. Tu vois, moi je me dis maintenant si je recrute une équipe, faut pas aller non plus dans l'a priori de il sort d'une grande école, il a un parcours linéaire, ça vaut rien. Hmm. Tu vois, il faut aussi, il faut pas aller non plus, je veux pas tout casser et il faut pas, t'as des gens très bien qui ont été majors de promo, qui ont fait les meilleures écoles, et ben t'as des gens qui ont une énorme valeur ajoutée et tu les fais sortir d'école et tout de suite ils vont être opérationnels, ils vont amener un truc de fou. Donc c'est ça aussi, je pense qu'on est dans cette période d'entre-deux où il faut pas non plus tout casser. Hmm. Il faut pas non plus faire la révolution, tu vois, je veux pas l'anarchie du monde du travail et c'est pas parce que j'en suis un peu issu, tu vois, de ce côté un peu décousu que c'est la clé de la réussite, pas du tout. Ouais, et tu vois, je pense que c'est vraiment aussi la personnalité. On parle là aux ceux qui nous écoutent, hein, ce sont des dirigeants de TPE, PME, start-up, industrie. Et donc, chacun, en fonction de son éducation, son parcours, sa perspective, tu vois, on peut avoir un avis sur le sujet. Et je me souviens, il y a quelques années, avoir aidé quelques amis qui disaient, bah, regarde, mon CV, il est un peu décousu ou autre, je sais pas quoi dire. Et en fait, il y a une belle histoire, une belle richesse derrière tout ça à raconter. Et sont des profils qui sont super intéressants aussi pour les boîtes. Après, c'est plus aussi, bah, voilà, quelle est la position de la direction ou du recruteur par rapport à ce type de profil? Est-ce qu'on est plus à l'aise avec des profils qui, voilà, ont une carrière un peu plus linéaire ou pas? Ça, après, bon, c'est les appétences de chacun. Avant qu'on file sur la deuxième partie, une dernière question. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à rejoindre Soft Garden? Voilà, c'est l'approche, enfin voilà, qu'est-ce qui t'a plu dedans? Je pense que c'est les 20 minutes d'échange que j'ai eu avec le CEO qui D'accord. est de Berlin, qui s'appelle Mathias Heze. Euh, j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait, voilà, j'ai tel projet, je vois les choses comme ça. Je te cache pas que 10 minutes de l'échange, c'était sur le projet, 10 minutes, c'était de parler un peu de nos vies, de notre parcours et de façon très très informelle.
Mais tu étais dans un cadre d'entretien ou pas? Ou non, tu l'as rencontré comme ça, Et non, c'était hyper informel en fait. C'était quelqu'un de mon réseau, quelqu'un que je connaissais, qui me connaît très bien depuis quelques années, qui m'a dit, Adrien, on lance la France, on risque de lancer la France. C'était encore en projet, j'étais encore en poste. On risque de lancer la France. Qu'est-ce que t'en penses et tout. On a besoin de quelqu'un pour en gros mettre les premières bases et commencer l'activité commerciale parce que c'est un marché qui a l'air intéressant pour notre activité. Et j'ai dit ah intéressant et tout, bah pourquoi pas, bah tu m'en recontactes quand on se reparle quand c'est concret et que c'est parti. Et en fait elle m'a rappelé genre c'était un projet pour courant de l'année, c'était en début d'année ça. Et d'accord? elle m'a rappelé genre 2 semaines après, elle m'a dit ben le CEO il est hyper chaud et il faut qu'on lance la France mais maintenant. Et, D'accord. et en fait voilà, j'ai donc quelques jours après j'avais cet échange là en visio avec le CEO et je posais ma dème dans la semaine. Waouh, ok. Donc ouais, c'était une belle discussion. Et donc, et alors, pour rentrer un peu plus dans le concret, qu'est-ce qui t'a plu dans l'approche ou qu'est-ce qui t'a plu, voilà, dans cette Le entreprise? projet était hyper clair. En fait, très simplement, et je pense aussi en termes, tu demandais un peu ce qu'attend notre génération et tout aussi tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment au-delà on parle aujourd'hui de fonctionnement de travail, est-ce que c'est remote, flexible, machin, tout ça, les salaires, on parle de tous ces éléments-là, mais avant tout, si tu as un projet clair où la personne, elle sait ce qui va se passer, comment tu vois les choses, ta vision, partager ta vision en tant qu'entreprise, en tant que cadre, en tant que dirigeant, c'est hyper important pour moi parce que moi, du coup, je me suis vu là-dedans et je me suis dit, mais en fait, c'est chouette. C'est-à-dire que j'ai des gens qui vont me faire confiance. J'ai des gens qui me disent que ils veulent aller dans cette direction. Là, pour l'instant, actuellement, ils ont tels outils, tels humains, telle chose, telle techno. Mais ça, c'est un détail. Mais c'est surtout demain, voilà, on veut être là. Et surtout, on m'a donné beaucoup d'importance. On m'a Hmm. considéré directement. Et ça, je pense que ça y fait aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on m'a dit, non seulement, oui, tu as un parcours qui est peut-être atypique et tout, mais en vrai, je vois telle valeur, telle valeur, telle valeur dans ce Hmm. type de profil, ce type de parcours, et je pense que tu peux nous apporter ça, ça, ça. Donc, tu te sens considéré. Et ça, effectivement, pour moi, c'est quelque chose, c'est plus important que tout le reste, que tous les Hmm. autres détails. Après, bien sûr, il y a des bonus, des choses qui. J'ai une famille, j'aime bien aussi pouvoir organiser mon temps quand je travaille. Et si on me fait suffisamment confiance aussi pour ces choses-là, c'est Hmm. un énorme plus. Mais le plus important, c'est d'avoir un projet clair et qu'on te considère aussi en tant que personne, en tant que profil et ce que tu peux apporter. Ok, bon, bah écoute, super. On passe à la seconde partie, le sujet de comment faire aujourd'hui pour recruter efficacement. Alors, est-ce que tu as peut-être en préambule quelques infos justement marché ou comment tu as vu évoluer le marché du travail depuis le Covid-19? Ben, même avant, en fait, il y avait une vraie dynamique, on va dire, où tu commençais à pouvoir voir de vrais changements, même avant le Covid. Parce que tu as, oui, l'évolution, le contexte conjoncturel, on va dire, c'est ce qui s'est passé dans les 2 dernières années avec le Covid. Du coup, ça a accéléré la digitalisation, l'outillage, on va dire, des entreprises. Ils ont dû vite s'adapter, c'est une chose. Et certains avaient beaucoup de retard, notamment en France, donc suivant les secteurs d'activité, c'était compliqué. Mais tu avais le contexte structurel, c'est-à-dire que tu avais quand même une évolution logique qui était là aussi dans tout secteur d'activité confondu et qui mettait du temps à s'organiser quand même en France plus que peut-être dans d'autres pays. Et nous, en fait, on voit la comparaison. Sauvegarden, comme tu disais tout à l'heure, nous, on est un logiciel, on est l'un des leaders sur le marché germanophone, donc Suisse, Autriche, Allemagne, qui est un marché peut-être un poil plus mature en termes d'outils utilisés dans le monde du recrutement et dans le monde RH en général. Et en fait, on a déjà remarqué il y a 4-5 ans, donc avant Covid, que tu peux avoir en gros le meilleur outil pour gérer tes candidats, mais si tu n'as pas assez de candidats qui viennent ou pas les bons, ben, il te manquera toujours quelque chose en fait. Parce que du coup, tu seras quand même toujours sujet à ces différentes problématiques que tu vas rencontrer, même si tu as un super outil pour le recruteur. Et en fait, on est arrivé aussi à un moment où ça commence à pulluler. Il y a beaucoup d'outils digitaux, de logiciels de recrutement qui ont fleuri un peu partout en Europe et en France notamment, des super outils
hyper bien construit, etc., mais qui à chaque fois était hyper orienté recruteur. Donc je vais toujours demander au recruteur, l'aider à gagner du temps, lui dire tu vas mieux collaborer, tu vas multidiffuser tes annonces en un clic et tout, c'est chouette. Mais il manquera toujours quelque chose pour la bonne et simple raison qu'il n'y a personne qui a demandé au candidat ce que le candidat attendait. Et aujourd'hui, c'est un vrai défaut de beaucoup de solutions. C'est-à-dire que technologiquement, tu as un truc qui est vraiment chouette, mais en gros, tu demandes qu'à la moitié des gens ce qu'ils en pensent. Donc c'est un peu un problème, surtout qu'aujourd'hui, il y a eu une vraie inversion du rapport de force dans le process de recrutement, et que avant même le Covid, déjà, ça pouvait se faire sentir. C'est que c'est le candidat aujourd'hui qui a les cartes en main plus ou moins, et pas que les devs, hein, pas que les profils techniques et compliqués à aller chercher, c'est vraiment dans sa globalité, parce qu'aujourd'hui tu as des problèmes pour recruter dans les transports, la logistique, dans les profils de production, ouvriers agricoles, dans la santé, dans l'hôtellerie-restauration, parce que c'est bien beau, c'est chouette, tout a repris, et moi je suis le premier content que le tourisme reparte. Surtout là où je vis, dans le sud de la France, c'est une principale source de revenus pour beaucoup d'entreprises, c'est chouette. Mais beaucoup d'entreprises, elles ont perdu presque la moitié de leurs effectifs pendant le Covid, de façon souvent forcée, pas forcément voulue, mais il faut bien les réembaucher, ces gens. Et là, c'est très très compliqué pour repartir un petit peu de l'avant dans son effectif. Donc du coup, tout le monde est impacté. Là, il y a une vraie urgence pour moi, et c'est ce qu'on avait fait au sein de Sauvegarder, et c'est ce que j'avais aimé aussi, c'est de tourner un peu le focus sur le candidat, essayer de comprendre où est-ce qu'il va chercher ses infos, de quelles infos il a besoin pour pouvoir postuler, qu'est-ce qu'il attend en fait, est-ce qu'il attend telle information, et du coup de trouver des meilleurs leviers pour que l'entreprise elle puisse arriver à les atteindre, arriver à faire sens, parce que souvent en fait il y a un vrai gap, il y a un vrai écart en fait entre comment le recruteur voit le recrutement et comment le candidat voit les choses de son côté. Et on se rend compte que ce qu'on veut en fait, l'idée c'est de rapprocher un peu les deux et de les remettre ensemble, et que tout le monde soit un peu en phase par rapport à tout ça. Donc c'est un peu le constat. Donc ce que je comprends, c'est que pour toi du coup, c'est plus maintenant des entreprises qui recrutent des candidats qui attendent indéfiniment ou pas des réponses de ces recruteurs, mais c'est plus maintenant voilà, un équilibre en disant moi je suis candidat, moi je suis recruteur ou dirigeant. Chacun on a à trouver la prochaine nouvelle expérience qui va matcher et fonctionner pour les deux. Et donc on a tous les deux à des envies. Et donc comment on arrive à finalement se retrouver. C'est un peu de la rencontre, mais entre candidat et entreprise. Est-ce que tu as vu évoluer d'autres choses justement dans le rapport au recrutement, que ce soit du côté entreprise ou du côté candidat? Si, une chose vraiment plus dans le détail, mais en termes d'outils, tu te rends compte que actuellement, il y a quelque chose en termes de parcours, d'expérience, on va dire, d'utilisateur pur, sachant que aujourd'hui, 99% des recrutements, ça se fait en ligne, ça se fait sur Internet, du moins ça commence sur Internet. On a remarqué quand tu fais le parallèle avec une expérience, un parcours client que tu vas avoir sur les plateformes en ligne. Tu vas aller sur, on est tous le dénominateur commun de tous les candidats, tous secteurs d'activité confondus, c'est qu'on utilise tous aujourd'hui les mêmes plateformes. Donc il faut en faire un point fort aussi pour le recruteur, c'est-à-dire que ta cible, elle utilise Amazon, Zalando, Airbnb, Booking, etc. Toutes ces plateformes-là. Et le point commun de toutes ces plateformes-là, c'est que le parcours, il est hyper fluide, il est simplifié, il est clair, tu as toutes les infos au sein de la même page pour prendre ta décision. Le check-out, il est facile. Ou quand tu cherches quelque chose en ligne, tout est facilité, ça va à l'essentiel. Mais quand tu cherches du boulot, ou que tu as été approché pour chercher du boulot, la grosse différence aujourd'hui, c'est que ton parcours candidat est extrêmement chaotique. Pour avoir des réponses très simples à tes questions, très simples, tu dois aller en haut, en bas, à gauche, à droite, et ça devient très compliqué. Pour te donner un exemple concret et chiffré, c'est qu'aujourd'hui, tu as une majorité de candidats qui commencent sa recherche sur les sites d'emploi, sur Indeed, Monster, etc. Mais tu n'en as qu'une minorité qui va y postuler directement. La majorité des candidats aujourd'hui, tu en as à peu près 8 sur 10 qui vont
aller chercher plus d'infos sur les moteurs de recherche. Sur Google notamment, pour pas le citer, ils vont aller sur Google et ils vont chercher nom de l'entreprise, avis, nom de l'entreprise employeur, nom de l'entreprise, avis des employés, avis candidats, etc. Ils ont besoin de ça aujourd'hui. Tu veux savoir où tu mets les pieds. Et plus le candidat sera de qualité, plus il sera enclin à savoir vraiment où il met les pieds, à avoir ces infos-là. Et souvent, c'est là que le bas blesse, et c'est là que je perds un maximum de l'intérêt que j'avais suscité. Et les entreprises, souvent, elles viennent vers nous, en tant que logiciel de recrutement, elles disent, voilà, j'ai du mal, je reçois pas assez de candidats, ou je reçois vraiment pas les bons, etc. Mais elles sous-estiment vraiment l'intérêt qu'elles ont réellement suscité et le trafic qu'elles ont réellement généré en ligne. C'est que souvent, elles se cantonnent aux candidatures qu'elles ont reçues des job boards, des sites d'emploi, et elles se disent, voilà, ça c'est mon résultat, et je trouve qu'il est pas terrible. Ouais, mais non, c'est qu'une partie de ton résultat. C'est que la majorité, ils ont sur les moteurs de recherche, et après, ils ont été perdus dans la jungle des résultats. Ouais, donc là, ce que je comprends, c'est que pour tous ceux qui sont dirigeants de TPE, PME ou boîtes de manière générale, l'importance de la marque employeur est de bien aussi communiquer sur tes recrutements, sur comment ça se passe à l'intérieur, pour aussi pouvoir séduire ces candidats, parce que peut-être que certains s'arrêtent au tout début de l'entonnoir, c'est-à-dire juste de se dire, bon, il n'y a rien d'inscrit sur le site, ou je vois pas d'information qui a retenu mon attention. Bon, écoute, ok, je ne veux pas postuler, quoi, je vois pas l'intérêt. C'est ça, et en fait, tu as tout un tas de petits détails, petites choses qui peuvent freiner, on va dire, la conversion de mes candidatures. Déjà, il y a un constat qui est clair, c'est que qu'on le veuille ou non aujourd'hui, plus tu vas traiter ton candidat comme un client, du moins dans l'approche technique, on va dire, ou dans ta stratégie de recrutement, plus tu as de chances d'avoir une réelle portée quand même dans le retour. Après, je parle pas d'approche client dans l'interaction, dans l'échange que tu as après, mais comment tu vois les choses en amont, il faut te dire qu'il va falloir de la conversion, il va falloir créer du trafic. Donc c'est tous des termes de marketing digital, des choses que tu n'utilisais pas avant, mais maintenant, par la force des choses, tu es obligé d'utiliser un peu ce code-là pour avoir la portée que tu veux. Et après, l'idée, c'est de faciliter un maximum la candidature côté candidat, bien sûr, côté outil, qui soit pas obligé de créer son espace candidat, d'être redirigé vers une boîte mail. La plupart, ils sont sur leur téléphone et souvent aussi, on s'en rend pas compte, mais un candidat, tu l'obliges à laisser son CV sur son téléphone. Moi, j'ai pas mon CV sur mon téléphone. Donc, au mieux, il va se dire, j'irai plus tard et tu risques de le perdre. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments à prendre en considération. On va vers quoi alors, c'est une question de prospective, mais on va vers quoi demain? On aura tous notre CV numérique avec tous les liens de nos réseaux sociaux ou autres, où on pourra en un clic postuler sur une plateforme globale, sur, je sais pas, tous les sites de recrutement. Tu vois quoi, toi, comme ça, dans l'avenir? Moi, je vois pas forcément je pense pas qu'on va aller dans vraiment le surdéveloppement et dans un truc hyper digitalisé. Je pense qu'on va arriver à une certaine limite, tu vois. Hmm. Et là, on va faciliter la vie un maximum, c'est-à-dire que, bon, entre autres, mais nous, on utilise des outils comme WhatsApp Apply et il peut postuler en quelques échanges, ça crée une discussion WhatsApp et hop, il a sa candidature. Sur les profils de production, tu sais, les profils ouvriers ou les profils d'alternants, les jeunes, etc., où t'as pas forcément besoin de gros prérequis et le CV, il est un peu moins pertinent. Et je pense qu'on va un peu plus vers ce genre de modèle où le CV est moins le, le pass, le golden pass qu'il te faut pour pouvoir postuler. Et je pense, après, a posteriori, une fois que le client, le candidat, tu vois, le lapsus, le candidat, il est déjà là, bien sûr, je peux lui demander a posteriori d'autres choses quand il est déjà dans mon logiciel de recrutement. Mais c'est intéressant, toi, lapsus, parce que ça veut dire que tu te mets vraiment dans cette position où toi aussi tu dois séduire, tu vois. Versus il y a peut-être 10 ans, 15 ans ou autre, où c'était bon, moi je suis employeur, Ouais. c'est moi qui décide, et puis bon, viennent ou pas les candidats, mais j'ai le pouvoir de décision. Aujourd'hui, tu l'as dit, sur le marché, ça s'est rééquilibré, clairement. Alors, je vois l'heure qui tourne et je pense qu'on pourrait parler des heures tellement c'est intéressant. Je voudrais juste finir avec deux sujets. Il y en a un, c'est, je vais te demander, pour finir, que tu nous donnes une des 5 astuces que tu vas partager à la conférence, tu vois, le 9 juin. Voilà, pour nous donner un petit peu un avant-goût. L'autre sujet que je vais voir avec toi, c'est
Est-ce que tu as quelques données aujourd'hui chiffrées, tu vois, sur ces dirigeants combien de temps ça prend pour recruter, combien de temps ça coûte, tu vois, et en quoi il faut effectivement essayer de se rendre plus séduisant pour les candidats? Effectivement, le cost per hire, tu vois, le coût par emploi, par embauche, peut varier, et c'est un des critères aussi qui fait que, en gros, plus tu vas baisser ton time to hire, ton délai d'embauche à partir du moment où la personne postule jusqu'au moment où elle va être embauchée, et ben plus tu as de chances de limiter les coûts. Et justement, en fait, la transition, si tu veux, elle est toute faite par rapport à un élément que j'aborderai aussi lors de la conférence, et qui pour moi est important. Il faut garder en tête que tu as beaucoup plus de portée en tant qu'entreprise que ce que tu crois. C'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu postes tes différents jobs. Mais avant ça, avant même d'avoir diffusé ton offre d'emploi en tant qu'entreprise, tu as déjà de la portée que tu négliges souvent. C'est-à-dire que tu as des collaborateurs au sein de ton entreprise. Toi-même, tu as un réseau autour de toi. Toi-même, tu connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Si tu veux, on peut digitaliser, on peut aider au maximum les entreprises. On va les aider à réduire ce délai d'embauche, etc. Mais rien ne va réduire plus le délai d'embauche que d'utiliser à fond la cooptation, par exemple. C'est quelque chose que nous, on intègre aussi pleinement dans notre système aussi, que ça fasse partie de cette suite d'acquisition de talents qu'on met à disposition, et que ça soit un tout. Mais cet outil de cooptation, nous, on le voit en interne, toute notre équipe en France, on est une petite équipe pour l'instant, mais on est tous issus de la cooptation. Il n'y a pas eu une annonce qui a été diffusée parce que finalement, tu penses à quelqu'un, là, on a peut-être tel besoin, et on va directement diffuser. Et un candidat issu de la cooptation, qui est référencé par un élément au sein de l'entreprise, c'est comme s'il avait déjà passé les étapes de présélection. Il est déjà plutôt qualifié, ce candidat. Et surtout, t'as pas encore diffusé. Donc, il fait même pas encore partie de ton délai d'embauche, de ton time to hire à ce moment-là. Donc là, c'est une meilleure manière d'optimiser vraiment ton recrutement, et on néglige ça souvent. Et tout type de profil confondu, ça peut être que tu travailles dans la sécurité privée, que tu travailles en usine, ou que tu travailles dans la tech, avec des profils compliqués à aller chercher. On se rend compte que vraiment c'est une vraie source intéressante. Et on a aujourd'hui des entreprises, nous on a FinanceCheck qui est un gros partenaire sur l'Europe, une entreprise qui travaille dans le bancaire et la finance, et eux, plus de 40% de leurs embauches sont issues de la cooptation. Et c'est vrai que c'est un vrai canal à ne pas sous-estimer aujourd'hui. Ok, écoute, on va finir sur ça, cette astuce que tu as pu nous partager, en tous les cas, ce sujet sur lequel vous, dirigeants, vous pouvez réfléchir et voir si c'est quelque chose que vous pratiquez déjà ou pas. Merci à toi, Adrien, pour ton retour d'expérience, pour ton partage aussi, ton expertise sur le sujet du recrutement. Pour ceux qui veulent découvrir en détail le sujet, pour ceux qui ont du mal à trouver les bons candidats ou qui savent pas comment faire, quels canaux utiliser, je vous invite tout simplement à retrouver Adrien le 9 juin sur scène au Labo Village by.ca à Orléans, pour assister à sa conférence, découvrir toutes les astuces pour bien recruter. Pour tous les entrepreneurs installés en devenir aussi, pour tous les responsables ou chargés RH ou de recrutement, rendez-vous donc sur le site du rendez-vous de l'innovation digitale des entreprises TPE-PME, les Connection Days, donc connectiondays.fr. Je vous rappelle que l'événement se tient à Orléans, à 1 heure en train de Paris, et que 4 experts vous parleront de communication digitale, de recrutement et fidélisation des collaborateurs, de cybersécurité et de RSE. C'est les 9 et 10 juin prochains. Un grand merci à vous et à très vite les amis. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parlez du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité. C'en est fini pour aujourd'hui, un grand merci à vous et à la semaine prochaine.